L'hiver 1062 s'annonce brutal pour Roger de Hauteville. Le plus jeune fils de Tancrède se retrouve coincé dans la forteresse de Troina, une ville perchée dans les montagnes siciliennes, avec son épouse et quelques dizaines de fidèles. Dehors, une armée musulmane commandée par Ibn al-Hawas a encerclé la citadelle. Mais ce n'est pas tout. Les habitants grecs de la ville, excédés par la dureté du régime normand, se sont retournés contre leur nouveau maître. Roger, qui pillait joyeusement la campagne sicilienne, doit faire demi-tour en catastrophe. Il parvient à percer les lignes du siège et à reprendre le contrôle de la citadelle. Mais la situation tourne au cauchemar. Les Normands se retrouvent maintenant assiégés à leur tour, pris entre les forces musulmanes et la population locale hostile. Ce deuxième Noël à Troina ressemble peu au premier. Pas de festin, pas de célébration. Juste la faim, le froid et l'angoisse de savoir que dehors, des milliers d'hommes attendent le moment de donner l'assaut final. Roger a 32 ans. Il vient de passer moins de 2 ans en Sicile, et déjà son aventure sicilienne pourrait s'achever dans cette ville glacée. Pendant ces longues nuits d'hiver, le jeune comte normand doit réfléchir à sa situation. Il est loin, très loin de son frère Robert Guiscard, le duc d'Apulie qui lui a confié la mission de conquérir la Sicile. Robert ne peut pas l'aider, occupé qu'il est à mater des rébellions en Italie continentale et à repousser les Byzantins qui tentent de récupérer leurs anciennes possessions. Roger est seul. Avec lui, une poignée de chevaliers normands, des guerriers d'élite certes, mais bien trop peu nombreux face aux forces musulmanes qui contrôlent encore la quasi-totalité de l'île. La Sicile n'est pas une terre facile à prendre. Depuis plus de 2 siècles, elle appartient aux musulmans qui l'ont transformée en l'un des joyaux de la Méditerranée. Palerme rivalise avec les plus grandes villes du monde islamique. Les campagnes siciliennes produisent des récoltes abondantes. Les ports grouillent de marchands venus de tout le bassin méditerranéen. Et maintenant, ces riches terres sont défendues par des guerriers déterminés à ne pas les laisser tomber aux mains de ces barbares venus du nord. Mais Roger n'est pas n'importe quel barbare. Il appartient à la famille Hauteville, cette lignée de petits nobles normands du Cotentin qui, en l'espace de quelques décennies, a réussi à conquérir une bonne partie de l'Italie du Sud. Ses frères aînés ont commencé ce travail dans les années 1030, arrivant comme mercenaires au service des seigneurs lombards et byzantins. Puis, voyant la faiblesse et la division de leurs employeurs, ils ont décidé de conquérir ces terres pour leur propre compte. Guillaume Bras de Fer, Drogon, Onfroy et surtout Robert Guiscard ont arraché aux Byzantins la Calabre et les Pouilles. Ils ont même vaincu une armée papale en 1053 à Civitate, contraignant l'Église à reconnaître leur conquête. Roger est le dernier de cette fratrie extraordinaire. Il est arrivé en Italie vers 1057, après la bataille de Civitate, quand ses frères avaient déjà accompli l'essentiel de leur conquête. Robert Guiscard lui a confié la Sicile en 1060, lors d'une expédition conjointe qui a permis de capturer Messine. Depuis, Roger se débrouille avec les moyens du bord. Il a pris quelques villes dans le nord-est de l'île, grâce à l'aide des chrétiens grecs du Val-de-Mône, qui préfèrent les Normands aux musulmans. Mais chaque victoire reste fragile. Chaque conquête peut être perdue en quelques jours si les musulmans contre-attaquent en force. Et justement, pendant l'hiver 1062-1063, Ibn al-Hawas a décidé qu'il était temps d'en finir avec ses envahisseurs normands. Il a rassemblé une grande armée et a appelé à l'aide ses coreligionnaires d'Afrique du Nord. Le sultan ziride de Tunis, qui règne sur une partie du Maghreb, a répondu à l'appel. Il a envoyé 2 de ses fils, les princes Ayoub et Ali, avec des renforts considérables. Des milliers de guerriers berbères ont traversé la mer pour venir écraser les Normands en Sicile. Au début de l'année 1063, Roger parvient enfin à briser le siège de Troina. Il n'a pas attendu que la neige fonde pour lancer une sortie audacieuse qui a pris les assiégeants par surprise. Une fois libre, il reprend ses raids dans l'intérieur de l'île. C'est sa spécialité. Des attaques rapides contre les villages et les villes mal défendues, du pillage systématique, puis un retrait avant que l'ennemi ne puisse rassembler ses forces. Mais maintenant, Ibn al-Hawas et les princes zirides disposent d'une armée massive. Ils ne vont pas se contenter de défendre leur position. Ils veulent la bataille décisive, celle qui chassera définitivement les Normands de Sicile. Les nouvelles arrivent aux oreilles de Roger. Une immense armée musulmane s'est mise en marche depuis Palerme et Agrigente. Les chroniqueurs parlent de 50 000 hommes, peut-être plus. Même en tenant compte des exagérations habituelles, il est clair que les musulmans ont rassemblé toutes leurs forces disponibles. C'est une coalition inédite entre les calbites siciliens,
les dynastes arabes qui règnent sur l'île depuis Palerme, et les Irides berbères venus d'Afrique du Nord. Normalement, ces deux factions se disputent le contrôle de la Sicile. Ibn al-Hawas, l'émir d'Agrigente, n'aime pas beaucoup voir les princes irides débarquer avec leurs armées et prétendre diriger les opérations militaires. Mais face aux Normands, ils ont mis leur querelle de côté. Pour le moment, Roger sait qu'il ne peut pas éviter la confrontation. Avec ses maigres forces, il pourrait tenter de se cacher dans les montagnes, de harceler l'ennemi par des embuscades, d'attendre que l'armée musulmane se disloque faute de ravitaillement. Mais cette stratégie a ses limites. S'il refuse le combat, il paraîtra faible. Les chrétiens grecs qui le soutiennent pourraient se détourner de lui. Ses propres chevaliers pourraient commencer à douter. Et surtout, s'il laisse les musulmans reprendre l'initiative, ils vont reconquérir toutes les positions que les Normands ont arrachées au prix de tant d'efforts. Alors Roger décide de jouer le tout pour le tout. Il va accepter la bataille. Avec ses 136 chevaliers montés et quelques centaines de fantassins, il va affronter une armée qui le dépasse de 100 contre 1, peut-être plus. C'est de la folie pure, mais c'est aussi typiquement normand. Ces descendants des Vikings ont toujours adoré les situations désespérées, les combats impossibles, les victoires arrachées contre toute logique. Et puis Roger a un atout que les musulmans sous-estiment, la cavalerie lourde normande. Un chevalier normand du XIe siècle est une arme vivante. Un concentré de technologie militaire et d'entraînement intensif. Roger et ses hommes représentent l'élite de l'élite, la pointe de lance de la révolution militaire qui est en train de transformer l'Europe occidentale. Pour comprendre ce qui va se passer à Séramie, il faut d'abord comprendre ce qu'est réellement un chevalier normand. D'abord, il y a l'équipement. Chaque chevalier porte une armure qui pèse entre 15 et 20 kilos, une cotte de mailles qui couvre tout le corps, des épaules aux genoux, composée de milliers d'anneaux de fer entrelacés. Cette protection est presque impénétrable pour les armes de l'époque, capable d'arrêter les flèches, de dévier les coups de sabre, de résister aux lances. Par-dessus la cotte de mailles, un haubert, parfois renforcé de plaques de métal aux endroits vitaux. Sur la tête, un aume conique avec un nasal qui protège le visage. Dans la main, un bouclier en bois recouvert de cuir et de métal, en forme d'amande, suffisamment grand pour couvrir presque tout le corps quand le cavalier se penche sur sa monture. L'arme principale, c'est la lance. Pas n'importe quelle lance, une longue hampe de frêne d'environ 3 mètres, terminée par une pointe de fer acérée. Le chevalier normand ne tient pas sa lance verticalement comme les cavaliers orientaux. Il la cale sous son bras, parallèle au sol, dans la position de la lance couchée. Cette technique, encore relativement nouvelle en 1063, transforme la lance en bélier. Tout le poids du cavalier, tout l'élan du cheval, tout est concentré sur cette pointe de fer qui va percuter l'ennemi à pleine vitesse. Vient ensuite l'épée, longue lame à double tranchant, arme secondaire mais redoutable dans la mêlée. Certains chevaliers portent aussi une masse d'armes, particulièrement efficace contre les armures. Et puis il y a le cheval. Pas un coursier léger et rapide comme ceux des cavaliers musulmans, mais un destrier massif, spécialement élevé et entraîné pour la guerre. Ces chevaux peuvent peser jusqu'à 600 kilos, sont capables de porter un cavalier en armure complète et de charger au galop sans ralentir. Ils sont dressés à ne pas avoir peur du bruit de la bataille, à continuer d'avancer même quand les flèches sifflent autour d'eux, à écraser tout ce qui se trouve sur leur chemin. Mais l'équipement ne suffit pas. Ce qui fait vraiment la force des Normands, c'est la discipline. Ces chevaliers ne sont pas une bande de guerriers individuels qui se battent chacun pour soi. Ils forment une unité cohérente, entraînée à charger ensemble, à maintenir la formation même au cœur du chaos. C'est ce qui les rend mortels. Quand une vingtaine de chevaliers normands chargent en formation serrée, lance couchée, au galop complet, ils créent un choc qui peut briser n'importe quelle ligne d'infanterie. Le bruit seul est terrifiant. Le tonnerre des sabots, le cliquetis des armures, les cris de guerre. Puis vient l'impact. Une tonne de métal et de muscles qui percutent l'ennemi à 30 km à l'heure. Les armées qu'ils affrontent n'ont jamais rien vu de tel. Les musulmans de Sicile disposent de troupes nombreuses et courageuses. Leur cavalerie légère, montée sur des chevaux rapides, excellente dans le harcèlement et les escarmouches. Leur infanterie, composée de lanciers et d'archers, peut tenir une position défensive. Mais face à une charge de cavalerie lourde normande, ces formations n'ont aucune chance si elles sont prises de front.
La seule solution serait d'avoir une phalange de piquiers très disciplinée, capable de maintenir une muraille de lances pointée vers l'avant, ou des archers nombreux qui pourraient abattre les chevaux avant qu'ils n'arrivent au contact. Mais même avec ces tactiques, le risque est énorme, Roger le sait. Il a passé les dernières années à perfectionner l'art d'utiliser sa cavalerie lourde au maximum de son potentiel. Il a appris à choisir le terrain, à identifier le moment précis où lancer la charge, à coordonner les différents corps de sa petite armée. Il sait aussi que dans une bataille rangée, ses chevaliers doivent charger ensemble. Si l'un d'eux s'élance trop tôt, si la formation se disloque, si les chevaux se fatiguent avant le moment crucial, tout est perdu. La charge doit être un marteau qui s'abat sur l'enclume ennemi d'un seul coup, brutal, irrésistible. Avec lui pour cette bataille de juin 1063, Roger peut compter sur des noms qui vont entrer dans la légende. Son neveu Serlon, fils de son frère aîné resté en Normandie, un guerrier d'une vingtaine d'années qui commande déjà sa propre troupe de 30 chevaliers. Roussel de Bailleul, un aventurier qui a dû fuir le duché de Normandie pour des affaires troubles et qui s'est fait une réputation dans les combats en Italie du Sud. Hans Gott du Pucheuil, originaire de l'est du duché, un homme de confiance de Roger qui va devenir l'un des principaux barons de la future cour de Palerme. Ces hommes ont tous choisi de quitter la Normandie pour tenter leur chance au soleil. Ils n'ont rien à perdre et tout à gagner. En Normandie, ce sont des cadets sans héritage, des fils de petits seigneurs sans avenir. Ici, en Sicile, ils peuvent devenir des comtes, des barons, des seigneurs de vastes domaines. Mais d'abord, il faut survivre à Séramie. En juin 1063, les éclaireurs de Roger rapportent que l'armée musulmane se dirige vers Troina. Ibn al-Hawas et les princes zirides ont décidé de frapper là où ça fait mal, de reprendre cette forteresse qui donne aux Normands le contrôle de la route entre Messine et l'intérieur de l'île. Roger doit réagir vite. Il ne peut pas laisser Troina tomber. Ce serait le début de la fin. Toutes ses conquêtes des 2 dernières années s'effondreraient. Il décide donc de marcher à la rencontre de l'ennemi, de forcer la bataille avant que les musulmans n'arrivent à Troina. À environ 8 kilomètres à l'ouest de Troina, se trouve la ville de Séramie, perchée sur une colline rocheuse qui domine la vallée environnante. En dessous coule une petite rivière, affluent du Salso, qui traverse des terres fertiles. C'est un endroit stratégique. Celui qui contrôle Séramie peut observer tout le mouvement des troupes dans la région. Roger prend une décision audacieuse. Il va envoyer Serlon en avant-garde avec seulement 30 chevaliers pour s'emparer de Séramie avant que l'armée musulmane n'arrive. C'est risqué. Si les musulmans tombent sur Serlon avant que Roger ne puisse le rejoindre avec le gros de ses forces, le jeune homme et ses 30 chevaliers seront massacrés. Mais Roger n'a pas le choix. Il faut prendre Séramie. Serlon arrive au galop devant les portes de la ville. Les habitants, surpris par cette apparition soudaine de cavaliers normands, n'ont pas le temps de réagir. Serlon et ses hommes enfoncent les portes, se répandent dans les rues, neutralisent toute résistance. En quelques heures, Séramie est aux mains des Normands. Serlon fait fermer et barrer les portes. Ses chevaliers se déploient sur les remparts. Et là, ils attendent. Ils n'attendent pas longtemps. Bientôt, à l'horizon, apparaît un nuage de poussière. L'avant-garde musulmane arrive. Des centaines de cavaliers, peut-être plus d'1 millier, se présentent devant Séramie. Ils s'attendaient à trouver une ville ouverte ou mal défendue. À la place, ils découvrent des portes fermées et des guerriers en armure sur les murailles. Ibn al-Hawas, qui commande cette avant-garde, ordonne immédiatement l'assaut. Ses hommes mettent pied à terre et tentent d'escalader les murs. Mais Séramie n'est pas une ville facile à prendre. Les remparts sont hauts et solides. Les 30 chevaliers de Serlon, même démontés, forment une défense redoutable. Ils repoussent vague après vague les tentatives d'escalade. Les musulmans, armés de lances et d'épées, essaient de planter des échelles contre les murs. Mais à chaque fois, les Normands les renversent ou massacrent ceux qui parviennent en haut. Le temps passe. 1 heure, peut-être 2. Les attaques se succèdent sans résultat. Ibn al-Hawas commence à comprendre qu'il ne prendra pas Séramie de cette façon. Il décide d'attendre l'arrivée du reste de l'armée. Petit à petit, les renforts affluent. Des milliers d'hommes se massent dans la plaine au sud de Séramie. L'armée musulmane au complet finit par se déployer. Cavalerie légère berbère, lanciers siciliens, archers, fantassins armés de sabres. Les bannières flottent au vent, les tambours résonnent. C'est une armée impressionnante, la plus grande que Roger ait jamais affrontée. Et justement, Roger arrive. Il entre dans la vallée par l'est, avec le reste de ses forces. Une centaine de chevaliers montés et environ 150 fantassins, composés de sergents lombards de Calabre et de chevaliers démontés.
En tout, peut-être 300 hommes face à une armée qui en compte des dizaines de milliers. Les chiffres exacts restent débattus. Le chroniqueur Geoffroy Malaterra, qui écrira l'histoire de cette bataille 40 ans plus tard sur ordre de Roger lui-même, parle de 50 000 musulmans. C'est probablement exagéré. Malaterra a tendance à en rajouter pour rendre les victoires normandes encore plus glorieuses. Mais même en divisant ce chiffre par 3 ou par 4, les Normands restent largement inférieurs en nombre. Roger observe la situation. Il voit l'armée musulmane déployée dans la plaine. Il voit Séramie, tenu par Serlon et ses hommes, qui dominent la vallée. Il commence à élaborer son plan. Les musulmans ont abandonné le siège de la ville pour se mettre en ordre de bataille et affronter l'armée normande qui vient d'arriver. C'est exactement ce que Roger voulait. Si les musulmans avaient continué à attaquer Séramie, ils auraient peut-être fini par la prendre, et Serlon et ses 30 chevaliers auraient été perdus. Maintenant, les deux forces normandes peuvent se coordonner. Roger divise ses forces en 2 corps. Lui-même commande l'arrière-garde avec environ 70 chevaliers. Serlon, une fois qu'il sortira de Séramie, commandera l'avant-garde avec ses 30 chevaliers, plus quelques renforts. L'infanterie normande, sous les ordres de Roussel de Bailleul et d'Ansgot du Pucheuil, se positionne au centre. C'est une tactique que Roger a déjà utilisée auparavant, notamment lors de la bataille de Castro Giovanni 2 ans plus tôt. L'idée est simple. L'infanterie tient la ligne pendant que la cavalerie cherche le moment opportun pour charger. Les musulmans, eux, déploient leurs forces selon leur propre stratégie. L'avant-garde, composée principalement de cavalerie berbère, se place face aux Normands. Le reste de l'armée, infanterie et réserve, s'étend sur une longue ligne. Les commandants musulmans sont confiants. Ils ont le nombre de leur côté. Ils ont vu que les Normands ne sont qu'une poignée. La bataille devrait être rapidement gagnée. Mais ils vont découvrir que le nombre ne fait pas tout. Le soleil de juin tape fort sur la vallée. La chaleur est écrasante, surtout pour les chevaliers normands enfermés dans leur cotte de mailles. Roger sait qu'il ne peut pas attendre trop longtemps. Ses hommes sont déjà fatigués par la marche. Leurs chevaux ont besoin d'eau. Plus il attend, plus l'avantage des musulmans augmente. Il faut forcer la décision maintenant. Mais il ne peut pas simplement charger tête baissée. Ce serait du suicide. Il faut créer une ouverture, un moment de confusion dans les rangs ennemis que la cavalerie normande pourra exploiter. Les sources historiques ne sont pas claires sur qui attaque en premier. Geoffroy Malaterra raconte que Roger, après avoir observé la situation, lance une première charge de cavalerie. C'est une charge d'essai, une tentative de briser les lignes musulmanes d'un coup. Roger et une partie de ses chevaliers s'élancent au galop, lance couchée, directement vers le centre de l'armée ennemie. Le bruit est assourdissant. Les chevaux martèlent le sol. Les armures cliquettent. Les musulmans, qui n'ont jamais affronté une charge de cavalerie lourde de cette intensité, voient une muraille de fer et de bois foncer vers eux à pleine vitesse. L'impact est brutal. Les lances normandes transpercent les premiers rangs musulmans. Des hommes tombent, écrasés par les chevaux, transpercés par les lances. Mais cette première charge ne suffit pas à briser la ligne. Les musulmans sont trop nombreux. Après le choc initial, la mêlée s'installe. Les chevaliers normands se retrouvent enlisés au milieu de milliers d'ennemis. Ils combattent à l'épée maintenant, frappant à droite et à gauche, essayant de se dégager. Leurs chevaux piétinent, ruent, mordent. Mais l'espace manque. Les musulmans se referment autour d'eux comme un étau. Roger comprend que la situation tourne mal. Ses chevaliers risquent d'être submergés. Il ordonne le repli. Les Normands se dégagent comme ils peuvent, retraitant vers leur position initiale. Ils laissent quelques morts sur le terrain, mais la plupart parviennent à s'extirper de la mêlée. Cette première charge a échoué. Roger le sait. Mais elle a aussi révélé quelque chose d'important. Les musulmans, malgré leur nombre, ne sont pas invincibles. Ils ont tenu bon face à la charge, certes, mais ils ont aussi montré des signes de désorganisation. Certaines unités ont reculé sous le choc. D'autres ont maintenu leur position. Il n'y a pas de coordination parfaite. Les musulmans, eux, voient cette retraite normande comme un signe de faiblesse. Ils contre-attaquent massivement. Des milliers d'hommes se lancent à l'assaut des positions normandes. La cavalerie légère berbère charge sur les flancs, essayant d'envelopper les Normands. L'infanterie avance au centre, criant des cris de guerre, brandissant lances et épées. C'est une vague humaine qui déferle sur la petite armée de Roger. Mais l'infanterie normande tient bon. Les sergents lombards et les chevaliers démontés forment un mur de boucliers. Ils sont moins nombreux que leurs adversaires, mais ils sont mieux équipés et surtout bien plus disciplinés. Quand un homme tombe, un autre prend sa place. Les rangs restent serrés, les boucliers restent levés,
Les lances normandes percent les assaillants qui tentent de briser la ligne. C'est un carnage. Mais la ligne tient, Roger observe tout cela depuis sa position. Il voit que son infanterie résiste. Il voit aussi que les musulmans sont maintenant engagés dans la bataille, leurs forces concentrées sur l'attaque frontale. C'est le moment qu'il attendait. Il fait signe à ses chevaliers. C'est l'heure de la seconde charge, celle qui va tout changer. Mais cette fois, il ne charge pas seul. Il coordonne son attaque avec Serlon. Serlon et ses 30 chevaliers sont toujours dans Séramie. Ils ont observé la bataille depuis les remparts. Roger leur a fait passer le message. Quand l'armée musulmane sera pleinement engagée contre l'infanterie normande, Serlon doit sortir de Séramie et charger le flanc gauche de l'ennemi. C'est une manœuvre classique, mais redoutable. Pendant que l'ennemi est concentré sur le front, une force fraîche le prend de flanc et sème le chaos dans ses rangs. Le moment arrive. Les musulmans sont en train d'assaillir l'infanterie normande, certains que la victoire est proche. Et soudain, les portes de Séramie s'ouvrent. Serlon et ses chevaliers jaillissent de la ville comme une avalanche de fer. Ils dévalent la colline à pleine vitesse, lance couchée, droit vers le flanc gauche de l'armée musulmane. Personne ne les attend. Les musulmans, concentrés sur l'attaque frontale, n'ont pas prévu de défense sur leur flanc. L'impact est dévastateur. Les 30 chevaliers de Serlon percutent le flanc musulman comme un bélier. Les lances transpercent les premiers rangs. Les chevaux renversent tout sur leur passage. En quelques secondes, la formation musulmane de ce côté se disloque. La panique commence à se répandre. Les hommes qui se trouvaient sur le flanc essaient de se retourner pour affronter cette nouvelle menace, mais dans le chaos de la bataille, c'est impossible. Ils se gênent les uns les autres, certains commencent à reculer. Au même moment, Roger lance sa propre charge. Avec ses 70 chevaliers, il s'élance vers le centre de l'armée musulmane. Cette fois, les conditions sont différentes. Les musulmans sont déjà engagés contre l'infanterie normande. Ils n'ont pas pu se reformer après la première charge. Et maintenant, ils doivent faire face à 2 charges simultanées, une de front et une de flanc. C'est trop. Les chevaliers de Roger enfoncent le centre musulman. Leurs lances font des ravages. Puis, une fois les lances brisées, ils sortent leurs épées et continuent à frapper. Les chevaux piétinent les hommes tombés. Le bruit est infernal. Le fracas des armes, les cris des blessés, les hennissements des chevaux. Les musulmans tentent de résister, mais leur formation s'effondre. Certaines unités reculent en bon ordre, d'autres fuient en désordre. Et c'est là que les Normands montrent toute leur expérience. Ils ne s'éparpillent pas à poursuivre des fuyards individuels. Non, ils maintiennent leur cohésion. Les chevaliers de Roger et ceux de Serlon parviennent à se rejoindre au cœur de l'armée musulmane. Ensemble, ils forment une masse compacte de cavalerie lourde qui continue à avancer, brisant tout sur son passage. C'est comme un coin qu'on enfonce dans une bûche. L'armée musulmane se fend en deux. Ibn al-Hawas, qui commande les forces musulmanes, essaie de rallier ses troupes. Mais c'est trop tard. La panique gagne. Les soldats voient leurs camarades tomber par dizaines, par centaines. Ils voient ces chevaliers en armure qui semblent invincibles, qui continuent d'avancer quoi qu'on leur jette dessus. La cohésion de l'armée musulmane se désintègre. Les unités berbères, qui formaient l'avant-garde, commencent à se replier. Les Siciliens tentent de tenir, mais eux aussi finissent par céder. Ce qui était une armée organisée devient une masse confuse de fuyards. Les soldats jettent leurs armes pour courir plus vite. Certains tentent de regagner Séramie pour s'y réfugier, mais la ville est aux mains des Normands. D'autres fuient vers le sud, vers Palerme. Les chevaliers normands les poursuivent. C'est maintenant que commence le vrai carnage. Dans une bataille médiévale, la plupart des morts ne surviennent pas pendant le combat lui-même, mais pendant la poursuite qui suit. Un ennemi qui combat peut se défendre. Un ennemi qui fuit ne peut que mourir. Les Normands galopent derrière les fuyards, les rattrapent, les abattent. Leurs épées frappent dans le dos des hommes qui courent. Les chevaux piétinent ceux qui trébuchent. La vallée de Séramie se transforme en abattoir. Geoffroy Malaterra, dans sa chronique, rapporte que 15 000 musulmans sont tués. D'autres sources parlent de 20 000, de 35 000. Là encore, les chiffres sont probablement exagérés. Mais même en les réduisant, il est clair que la défaite musulmane est totale. Des milliers d'hommes périssent dans la bataille et la poursuite qui suit. Le reste de l'armée se disperse dans la campagne sicilienne. Geoffroy Malaterra, le chroniqueur qui racontera cette bataille, ajoute un élément qui va devenir légendaire. L'intervention de Saint-Georges en personne. Selon son récit, au moment où la situation semblait la plus désespérée pour les Normands, quand l'infanterie était sur le point de céder sous les assauts musulmans, un cavalier est soudainement apparu dans les rangs normands. Un guerrier vêtu d'une armure blanche étincelante,
monté sur un étalon blanc, portant une lance surmontée du drapeau de Saint-Georges, une croix rouge sur fond blanc. Ce cavalier miraculeux aurait chargé à la tête des troupes normandes, ouvrant un chemin sanglant à travers les lignes ennemies. Les musulmans, frappés de terreur devant cette apparition, auraient commencé à fuir. Les Normands, galvanisés par ce soutien divin, auraient retrouvé leur courage et leur force, lançant l'assaut final qui a brisé l'armée ennemie. Évidemment, les historiens modernes sont sceptiques face à ce genre de récit. L'apparition miraculeuse de saints sur les champs de bataille est un topos classique de l'historiographie médiévale. Les chroniqueurs adorent ajouter des éléments merveilleux pour transformer une victoire militaire en intervention divine. Geoffroy Malaterra lui-même a probablement été influencé par les récits de la première croisade, qui venait de se terminer quelques années avant qu'il n'écrive sa chronique. Pendant la croisade, de nombreux témoins avaient rapporté des visions de saints combattant aux côtés des croisés. Mais au-delà de l'aspect merveilleux, cette histoire de Saint-Georges révèle quelque chose d'important sur la façon dont les Normands concevaient leur conquête de la Sicile. Pour eux, ce n'était pas simplement une guerre de conquête territoriale. C'était une guerre sainte, une reconquête de terres chrétiennes tombées aux mains des infidèles. Roger et ses chevaliers se voyaient comme les instruments de la volonté divine, chargés de libérer la Sicile de la domination musulmane et de ramener l'île dans le giron de la chrétienté. Cette vision religieuse de la conquête n'était pas qu'une question de propagande. Elle jouait un rôle réel dans le moral des troupes. Quand on est 136 contre des dizaines de milliers, il faut une motivation surhumaine pour ne pas fuir. La foi religieuse, la conviction qu'on combat pour une cause juste, que Dieu est de notre côté, que les saints nous protègent, tout cela aide à surmonter la peur. Les chevaliers normands à Séramie ont cru qu'ils combattaient avec le soutien du ciel. Peut-être même que certains d'entre eux ont vraiment vu, dans le chaos et la confusion de la bataille, quelque chose qu'ils ont interprété comme l'apparition de Saint-Georges. Une bannière blanche flottant au vent, un cavalier sur un cheval blanc, un reflet de soleil sur une armure, tout cela pouvait prendre une dimension miraculeuse dans l'esprit de guerriers en plein combat, convaincus que leur victoire était impossible sans intervention divine. Ce qui est certain, c'est que l'histoire de Saint-Georges à Séramie va avoir une postérité remarquable. Elle va devenir partie intégrante de la légende normande en Sicile. Dans les décennies qui suivent, on va ériger des églises dédiées à Saint-Georges sur toute l'île. La croix rouge sur fond blanc va devenir l'un des symboles de la dynastie normande de Sicile. Roger lui-même va envoyer des chameaux capturés au pape Alexandre II pour célébrer sa victoire, et le pape, ravi, va renvoyer une bannière papale à Roger avec l'absolution pour lui et ses troupes. C'est une reconnaissance officielle de l'Église que la conquête normande de la Sicile est une entreprise légitime, bénie par Dieu. Sur le site de la bataille, on va plus tard ériger une grande croix en souvenir de Serlon et de ses 30 chevaliers. Ce lieu prendra le nom de Pietra di Serlone, la pierre de Serlon. Pendant des siècles, les Siciliens vont raconter l'histoire de cette bataille incroyable, où une poignée de Normands a vaincu une armée gigantesque grâce à l'aide de Saint-Georges. La réalité historique et la légende vont se mêler jusqu'à devenir indissociables. La victoire de Séramie change tout. En une journée, Roger a détruit la plus grande armée que les musulmans de Sicile aient jamais rassemblée contre lui. Ibn al-Hawas, l'émir qui avait organisé cette coalition, a survécu à la bataille, mais son prestige est ruiné. Il ne pourra plus jamais rassembler une telle force. Les princes zirides Ayoub et Ali, venus d'Afrique du Nord avec leurs guerriers berbères, ont vu leurs troupes massacrées. Ils rentrent à Tunis en ayant perdu des milliers d'hommes et sans avoir rien accompli. Plus important encore, la coalition entre les Kalbides siciliens et les Zirides nord-africains commence à se fissurer. Les deux groupes s'accusent mutuellement de la défaite. Les Siciliens reprochent aux Berbères leur indiscipline et leur tendance à fuir trop rapidement. Les Berbères accusent les Siciliens de ne pas avoir correctement défendu leur position. Ibn al-Hawas voit d'un mauvais œil l'influence croissante des princes zirides à Palerme et dans le reste de la Sicile. Il commence à se demander si ses prétendus alliés ne sont pas en train de devenir des rivaux qui profitent de la guerre contre les Normands pour étendre leur propre pouvoir. Roger, lui, peut maintenant piller la Sicile presque librement. Les mois qui suivent Séramie, il lance raid après raid dans les campagnes siciliennes. Ses chevaliers s'enrichissent, capturant du butin, des esclaves, du bétail. Les villes musulmanes qui n'ont pas de garnison suffisante pour se défendre paient des tributs aux Normands pour éviter d'être pillés. Roger ne cherche pas encore à conquérir de nouveaux territoires de façon permanente.
Ses forces restent trop réduites pour ça. Mais il établit une domination de fait sur une grande partie du nord et du centre de la Sicile. La victoire de Sérami renforce aussi considérablement la réputation de Roger. En Italie du Sud, on commence à parler de ce jeune comte qui accomplit des miracles militaires en Sicile. Des aventuriers normands qui cherchent leur fortune affluent pour rejoindre ses rangs. Ce ne sont plus seulement des Normands maintenant, mais aussi des Lombards, des Calabrais, même quelques Byzantins. Tous veulent leur part du gâteau sicilien. Roger peut commencer à augmenter ses effectifs, lentement mais sûrement. Les chrétiens grecs du Val-d'Aemon, qui avaient déjà soutenu Roger, se rallient maintenant à lui avec encore plus d'enthousiasme. Ils voient en lui le libérateur qui va les délivrer de la domination musulmane. Certes, le régime normand n'est pas particulièrement doux, Roger et ses hommes ne sont pas des philanthropes, mais au moins, ils sont chrétiens. Les Grecs préfèrent être gouvernés par des chrétiens, même brutaux, que par des musulmans, même tolérants. Roger exploite habilement ce soutien, utilisant les Grecs comme auxiliaires, collecteurs d'impôts, administrateurs locaux. Mais la conquête complète de la Sicile va encore prendre du temps. Sérami n'est qu'une étape, certes cruciale, mais une étape seulement. Les musulmans contrôlent toujours Palerme, Agrigente, Syracuse et de nombreuses autres villes fortifiées. Ils vont continuer à résister pendant des années. En 1068, Roger va affronter et vaincre une nouvelle grande armée musulmane à Misilmeri, près de Palerme. Cette bataille, comme Sérami, va voir une petite force normande triompher d'une armée bien supérieure en nombre. Après Misilmeri, les Irides vont finalement abandonner la Sicile et rapatrier toutes leurs troupes en Afrique du Nord. Les musulmans siciliens se retrouvent seuls face aux Normands. Ils vont se diviser, chaque émir défendant sa propre ville sans coordination avec les autres. Cette fragmentation facilite la tâche de Roger, mais la conquête reste un processus lent. Palerme, la capitale, ne tombera qu'en 1072, après que Robert Guiscard soit venu de Calabre avec des renforts considérables. Roger entrera dans la ville après un long siège, 9 ans après Sérami. L'histoire de Serlon, le héros de Sérami, connaît une fin tragique. En 1072, la même année de la prise de Palerme, Serlon est tué dans une embuscade près de Nicosia. Il avait noué une amitié avec un seigneur musulman local, nommé Ibrahim, qui avait apparemment accepté de se soumettre aux Normands. Mais c'était un piège. Ibrahim trahit Serlon et le fait assassiner avec ses compagnons. Le jeune chevalier se bat jusqu'à la fin sur un rocher qui portera ensuite son nom, la Pietra di Serlone. Sa résistance est héroïque mais vaine. Il est finalement tué et sa tête est envoyée au sultan Tamim Ben al-Mouiz en Afrique du Nord, qu'il a fait exhiber dans les rues de Mahdia comme trophée. Cette mort est un coup dur pour Roger qui perd l'un de ses meilleurs lieutenants. Mais elle ne change rien au cours de la conquête. Les Normands continuent d'avancer. Ville après ville, forteresse après forteresse, la Sicile tombe entre leurs mains. En 1091, la dernière place forte musulmane, Noto, capitule. La conquête normande de la Sicile, commencée en 1061, est achevée. Il aura fallu 30 ans, mais Roger a réussi. La bataille de Sérami, de juin 1063, reste l'un des faits d'armes les plus extraordinaires du Moyen-Âge. 136 chevaliers normands et quelques centaines de fantassins ont vaincu une armée qui les dépassait probablement. De 50 contre 1, peut-être plus. Comment expliquer une telle victoire? D'abord, il y a la supériorité technologique et tactique des Normands. La cavalerie lourde normande du XIe siècle représente le summum de l'art militaire européen de l'époque. Ces chevaliers en armure, montés sur de puissants destriers, utilisant la technique de la lance couchée, peuvent générer un choc d'une violence inouïe. Face à eux, les armées musulmanes de Sicile, malgré leur nombre, n'ont pas de réponse tactique efficace. Leur cavalerie légère ne peut pas affronter la cavalerie lourde de front. Leur infanterie, même nombreuse, peut être brisée par une charge bien menée. Ensuite, il y a la discipline et la cohésion des Normands. Ces hommes ont été entraînés ensemble, ils se connaissent, ils ont confiance les uns dans les autres. Ils savent maintenir leur formation même dans le chaos de la bataille. À l'inverse, l'armée musulmane à Sérami est une coalition hétéroclite de Siciliens calbides et de Berbères irides qui ne combattent pas souvent ensemble, qui n'ont pas l'habitude de coordonner leurs actions, qui se méfient mutuellement. Il y a aussi le facteur du leadership. Roger est un commandant exceptionnel. Il sait choisir son terrain.
identifier le moment opportun pour attaquer, coordonner les mouvements de ses différentes unités. Sa décision d'envoyer Serlon à Séramie avant la bataille est audacieuse, mais brillante. Elle permet aux Normands de disposer d'une position fortifiée et de lancer une attaque de flanc au moment crucial. Sans cette manœuvre, la bataille aurait pu tourner différemment. Mais il ne faut pas sous-estimer le rôle du moral et de la motivation. Les chevaliers normands à Séramie sont des hommes qui ont tout à gagner et rien à perdre. Ils combattent pour la gloire, pour le butin, pour des terres, pour la fortune. Beaucoup d'entre eux sont de jeunes cadets sans héritage, qui ont quitté la Normandie précisément parce qu'ils n'avaient aucun avenir là-bas. La Sicile représente leur grande chance. Ils sont prêts à tout risquer. Les musulmans, eux, défendent leur territoire, certes, mais ils ne sont pas aussi désespérés. Beaucoup sont des conscrits, des paysans arrachés à leurs champs pour aller combattre ces barbares venus du nord. Quand la bataille tourne mal, quand la panique commence à se répandre, ils n'ont pas la même motivation à tenir coûte que coûte. Enfin, il y a une part de chance. Dans toute bataille, il y a des éléments imprévisibles, des moments où les choses auraient pu basculer d'un côté ou de l'autre. Si la première charge de Roger avait mieux réussi, la bataille aurait été gagnée plus rapidement. Si elle avait complètement échoué avec de lourdes pertes normandes, peut-être que Roger n'aurait pas eu l'occasion de lancer une seconde attaque. Si Serlon avait été retardé dans sa sortie de Séramie, si son attaque de flanc était arrivée quelques minutes trop tard, la bataille aurait pu tourner différemment. Les Normands ont eu de la chance, mais comme on dit, la chance sourit aux audacieux. Roger et ses hommes ont créé les conditions de leur propre chance par leur audace, leur discipline, leur excellence tactique. La bataille de Séramie va entrer dans la légende normande. Elle va devenir un symbole de la capacité des Normands à accomplir l'impossible, à vaincre contre toute attente. Elle va inspirer d'autres chevaliers normands à travers l'Europe et la Méditerranée. En 1097, quand les croisés normands participeront à la première croisade en Terre Sainte, ils utiliseront les mêmes tactiques, la même cavalerie lourde, la même audace qui ont fait le succès de Roger à Séramie, et ils obtiendront les mêmes résultats spectaculaires, écrasant des armées musulmanes bien supérieures en nombre lors de batailles comme Dorilé et Antioche. Geoffroy Malaterra, le chroniqueur qui racontera l'histoire de Roger et de la conquête de la Sicile, écrira sa chronique vers 1100, à la demande du grand comte Roger lui-même, maintenant vieillissant. Malaterra va transformer les exploits militaires de Roger en épopée, en histoire héroïque destinée à légitimer la conquête normande et à glorifier la dynastie Hauteville. Son récit de la bataille de Séramie va fixer pour la postérité l'image de ces 136 chevaliers qui ont osé affronter une armée gigantesque et qui ont triomphé grâce à leur courage, leur foi et l'aide de Saint-Georges. Roger mourra en 1101, 2 ans après que Malaterra ait terminé sa chronique. Il aura passé 44 ans en Italie du Sud et en Sicile, dont 40 ans à combattre. Il laisse derrière lui un État solide, un comté de Sicile qui contrôle toute l'île, plus une partie de la Calabre. Son fils, Roger II, héritera de ces terres et en 1130 se proclamera roi de Sicile, créant ainsi l'un des royaumes les plus riches et les plus puissants de la Méditerranée médiévale. Le royaume de Sicile normand sera remarquable par sa tolérance religieuse et culturelle. Les Normands, pragmatiques, permettront aux musulmans et aux juifs de continuer à vivre selon leurs lois, de pratiquer leur religion, de parler leur langue. L'administration du royaume utilisera l'arabe, le grec et le latin. Les artistes musulmans décoreront les palais normands. Les savants arabes traduiront des textes grecs en latin à la cour de Palerme. Ce mélange unique de culture latine, grecque et arabe fera de la Sicile normande un centre culturel et intellectuel de premier plan, un pont entre l'Europe chrétienne et le monde musulman. Mais tout cela n'aurait pas été possible sans les victoires militaires qui ont permis aux Normands de conquérir l'île. Et parmi ces victoires, Séramie occupe une place à part. C'est la bataille qui a brisé la puissance musulmane en Sicile, qui a ouvert la voie à la conquête de Palerme, qui a démontré au monde que les Normands étaient une force militaire de premier ordre, capable de vaincre n'importe quel adversaire. Quand on regarde Séramie aujourd'hui, c'est un petit village tranquille dans les montagnes siciliennes, avec quelques milliers d'habitants, des maisons de pierre qui s'accrochent aux pentes de la colline, une vieille forteresse en ruine qui domine la vallée. Difficile d'imaginer qu'ici, il y a presque 1000 ans, s'est déroulée l'une des batailles les plus importantes du Moyen-Âge. Mais les Siciliens n'ont pas oublié. Ils connaissent l'histoire de la Pietra di Serlone,
du rocher où Serlon a combattu jusqu'à la mort. Ils savent que leur île a été conquise par une poignée de guerriers venus du nord, des descendants de Vikings qui ont osé défier l'impossible. La bataille de Sérami nous rappelle que l'histoire n'est pas toujours faite par les grands empires, par les armées innombrables, par la supériorité numérique. Parfois, une poignée d'hommes déterminés, bien équipés, bien commandés et animés d'une foi inébranlable en leur cause, peuvent changer le cours de l'histoire. 136 chevaliers contre des dizaines de milliers. Cela paraît absurde, et pourtant ils ont gagné. Ils ont écrit l'une des pages les plus extraordinaires de l'histoire militaire médiévale. Et leur victoire a donné naissance à un royaume qui durera 2 siècles et laissera une empreinte indélébile sur la civilisation méditerranéenne. Voilà ce qui s'est passé en juin 1063 dans la vallée de Sérami. Une bataille qui aurait dû être impossible. Une victoire qui aurait dû être impensable. Et pourtant, elle est bien réelle, documentée, attestée par les chroniques et les vestiges archéologiques. Les Normands ont gagné, et la Sicile ne sera plus jamais la même.